Avant de complètement conclure, je voulais rappeler, moi, ce que je me suis noté dans des constats de la journée. À la fois, trop de nombreuses substances sans seuil de toxicité sur la santé. Des molécules mises sur le marché avant même d'en avoir été testées sur les propriétés toxiques. Une absence de registre départemental des cancers. Je ne vous l'ai pas dit ce matin. Parce que seulement 19 départements en France sont dotés d'un registre des cancers. Ce qui fait que quand bien même ces départements ont un registre des cancers, ils n'ont cela ni vocation à alerter, ni à engager de la recherche. Et en plus, ils ont plusieurs années d'enregistrement de retard de leurs données. Ce qui fait que, sans données, pas de problème, impossibilité d'agir. Aucune autorité sanitaire aujourd'hui en France n'a la possibilité de mener des recherches en santé environnementale indépendantes et en toute transparence. Je constate aussi un cloisonnement net des données entre le sanitaire et l'environnement. On l'a dit, encore et encore, le refus de la prise en compte des effets cocktails, le refus de la prise en compte des durées d'exposition, même à faible dose, un début très faible de prise en compte de prévention sur les fenêtres d'exposition que sont les grossesses, la période de l'enfance et de l'adolescence, beaucoup de polluants non référencés et non normés, et puis une absence de données malgré des risques environnementaux réels pour la santé des enfants. Bon, ça ce sont des constats, je ne les ai pas tous listés parce qu'on en a eu quand même beaucoup dans la journée. Et puis on a aussi des moyens d'agir quand même. Il y a cette volonté de créer un registre des cancers dans chaque département de France, avec un système d'alerte, avec une cartographie dans ce système d'alerte, qui permettrait d'agir rapidement et en donnant l'accès aux données à nos chercheurs. Merci le Sénat qui a voté à l'unanimité ce projet de loi en juin l'année dernière. Ça devait passer dans les 15 jours à l'Assemblée nationale. Et il y a un blocage total pour que ce projet passe. Donc on espère qu'il arrivera très bientôt et que vous pourrez appuyer auprès de vos collègues députés. Poursuivre la mobilisation citoyenne, je ne peux pas dire autre chose, évidemment, cette démocratie sanitaire, elle est en route. Les clusters des cancers d'enfants, ils existent. Ils n'existent pas qu'en Loire-Atlantique chez nous. Ils existent ici chez nous parce qu'en fait, je lance l'alerte. Parce que s'il n'y a pas de lanceur d'alerte, il n'y a pas de problème en fait. Donc il y a d'autres endroits en France où il y a quelques lanceurs d'alerte. Je pense évidemment à mes collègues du côté de Saint-Rogatien-Périgny, du côté de La Rochelle, avec l'association Avenir Santé Environnement, dans l'Eure, avec l'association La Vérité pour nos enfants, le cancer, dans le Haut-Jura aussi, et puis dans bien d'autres endroits, où comme chez nous, des citoyens, des familles sont touchés par le cancer de leur enfant et se mobilisent. Moi, je fais le vœu que notre institut, il ait un maximum de soutien, parce que je pense que ça fait partie des possibilités que nous allons avoir pour demain et pour changer les choses. Permettre que cette organisation, cette nouvelle méthodologie avec cet institut de recherche, cet institut citoyen de recherche et de prévention en santé environnementale, qu'il soit transposable partout où il pourrait y en avoir besoin. Je pense que ça peut être un bel espoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Axel Kahn, avant de partir de la Ligue contre le cancer, il nous annonçait qu'un enfant sur 2 à naître déclarera un cancer dans sa vie. Je ne sais pas si vous êtes des papas et des mamans, des papis ou des mamies. Ça veut dire que de toute façon, tous ceux qui vont arriver demain, 1 sur 2 déclarera un cancer. Quel coût? Alors quel coût pour la personne qui déclare ce cancer? Quel coût pour la famille? Et puis vous, les mutuelles et la sécurité sociale, quel coût pour notre système de santé? On ne pourra pas y pallier. Nous savons que notre environnement peut créer des conditions favorables au développement de cancers, de maladies chroniques, de maladies auto-immunes, de troubles du spectre autistique, on n'en a pas parlé aujourd'hui, de maladies neurodéveloppementales, neurodégénératives, etc. Mais nous n'avons pas le droit d'être fatalistes, ni d'accepter de tomber malade à cause de notre environnement. Il n'est pas possible, il n'est plus possible de faire comme si ces risques n'étaient pas réels. Et on a le pouvoir de changer ce jour d'après. Oui, je vous ai entendu, oui à l'information, oui à la sensibilisation, mais je pense que ce n'est pas suffisant. J'ai envie de vous faire un petit clin d'œil, j'ai entendu Bayer nommé plusieurs fois aujourd'hui, et puis mon fils aujourd'hui, moi j'ai la chance qu'il soit en vie, Alban, il a 12 ans, il a déclaré son cancer à 4 ans. Et en fait, en cours, la semaine dernière, en collège, ils lui ont parlé de produits phyto-nanitaires. Il ne savait pas trop comment le dire. Et puis il me dit « Mais c'est tout ça, maman, ce que tu fais ?» Et puis, ils lui ont parlé de Bayer, dans ce cours-là de sciences. Et puis Bayer, il prend conscience... Je ne sais pas si vous le savez, mais qu'effectivement, Bayer, donc c'est celui qui pollue, on le sait, mais en fait, sur les postes...
sur les poches de chimiothérapie qu'Alban a eues tout le temps. Voilà. Et Alban m'a demandé ça. Il me dit, il entend Bayer, mais lui, il a lu pendant 4 ans Bayer, en fait, chaque jour sur ses poches de chimiothérapie. Il m'a demandé, eh ben, qu'est-ce que je lui réponds? Bah oui, c'est le même Bayer. C'est-à-dire que ce Bayer-là, lui, il me dit, ah ouais, non mais attends, lui, il a essayé de me tuer, puis maintenant, il essaye de me sauver. Il y a quelque chose dans le système qui est complètement déconnant. Pardon de le dire comme ça. Déterminer les causes des cancers de l'enfant, comme je vous le disais ce matin, un peu sentinelle de la santé environnementale, pour moi c'est sûr, c'est promouvoir leur santé et c'est offrir un avenir à cette nouvelle génération. Parce qu'un cancer de l'enfant aussi, ça coûte cher. Alban, qui a été sur l'autoroute de la leucémie en termes de traitement, a dû coûter à peu près à la sécurité sociale entre 500 et 700 000 euros, à lui tout seul. Il est en vie. Et Louane, qui est décédé, qui est un petit camarade à lui, qui partait pour un projet, en tout cas un essai clinique sur Chicago, qui n'est plus là aujourd'hui, donc il aura coûté moins cher, c'est sûr. Il a coûté, là, pendant son temps de traitement, sur 18 mois, à peu près un petit peu moins de 2 millions d'euros. Et puis, donc il y a ce coût de la vie, ça c'est sûr, ça n'a pas de prix. Et puis finalement, quand ces enfants comme le mien ont la chance de vivre, leur espérance de vie, peut-être vous ne le savez pas, leur espérance de vie maximale, elle est de 60 ans. C'est-à-dire que de toute façon, à 60 ans, ils ne sont plus là, quand bien même ils arrivent jusqu'à 60 ans. Et puis, ils creusent le trou de la sécurité sociale à eux tout seuls. Parce qu'un enfant qui a des traitements de chimiothérapie, ce sont des séquelles à vie. Et ce sont des séquelles qui demandent énormément d'argent aux mutuelles et aux sécurités sociales. On ne peut pas miser là-dessus, on ne peut pas continuer sur ce rythme-là. Donc ça coûte. Et puis si ensemble, nous les aidions à ne pas tomber malades, moi je pense qu'on peut vraiment oser ça. La prévention, oui, ça doit être la priorité de demain, parce que la santé environnementale, elle ne peut plus attendre. En s'appuyant notamment sur toutes nos expertises citoyennes, mais je pense que partir des territoires, c'est aussi indispensable. L'engagement de chacun, papa, maman, papy, mamie, les tatas, les citoyens éclairés, les tontons, les scientifiques, les urbanistes, les élus, qu'ils soient en local, en département, en région, évidemment au niveau national, l'État, et puis vous, nos mutuelles, nous devons tous engager ce changement de paradigme, préserver la santé humaine par l'accueil d'un environnement plus sain pour que tous les enfants aient le droit de vivre et de grandir en bonne santé. Encore un immense merci à toutes et tous pour cette belle journée, très riche. C'est là. Ça me fait chaud au cœur d'être avec vous. Je m'appelle Gilles Ravard, j'étais producteur de lait en Loire-Atlantique. Je suis un pur produit de ce monde économique qui s'est emballé. J'ai développé un cancer juste à la retraite. Donc j'étais soigné en chimio. Et c'est en chimio, lorsqu'on revoit le goutte à goutte et puis qu'on voit sa vie défiler, c'est là qu'on se rend compte, c'est terrible, c'est terrible. On se repose des questions, on se dit mais fallait pas que je fasse ça, et puis on dérive. Quand on sort de chimio et que on rencontre mon copain médecin qui me dit mais tu sais ce que tu as là, c'est la maladie des agriculteurs. Ah bon? Oui, mais tu comprends, je suis en retraite. Ben, tu devrais monter un dossier de maladie professionnelle. Écoute, je sais pas. Quand j'en parle autour de moi, les copains agriculteurs, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Et puis rien n'est prouvé. Hein, c'est pas vrai, de toute façon, il y a bien autre chose, tu vois bien. Et puis, va pas nous emmerder. Hein. Les gars qui sont autour, hein, les gars avec qui on vit tous les jours. Donc c'est dur. Et puis, j'ai téléphoné au collectif. Et le collectif, ça y est, m'a soutenu. J'étais un des premiers. On ne savait pas trop comment faire pour monter ce dossier de maladie professionnelle. Et on l'a monté, pas à pas. Je me suis rappelé des molécules. J'étais passionné, j'étais un malade de ça. Je voulais sortir. On avait des petites fermes chez nous en Loire-Atlantique. On voulait se développer. Entre parenthèses, la souveraineté alimentaire, on l'avait en 92. Hein, et tout le reste après, toute la production après, ça n'a servi que d'échanges monétaires avec le fameux libéralisme et les fameux libre-échanges.
Donc, on savait nourrir la France en 92. Donc, le collectif a essayé de m'aider. Alors là, on avance, un coup de fil tous les 15 jours, garde bien les enveloppes. On reçoit une lettre de la MSA, on ne comprend rien. Un truc administratif, on ne comprend rien. Donc oui, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est bien, si c'est pas bien. On n'a personne. On téléphone à la MSA, personne ne nous répond. Rien du tout. Ils nous ignorent. Donc c'est vraiment un combat difficile lorsqu'on est malade, fragile. C'est vraiment un combat difficile à mener. Moi, je suis reconnu à 75% en invalidité. Alors heureusement que je tournais toujours à 140, donc il va m'en rester un petit peu. Hein. Mais toujours est-il que ça a été dur. Et puis on s'est dit, comme on a une vieille tradition dans la Loire-Atlantique de combat, hein, on a mis en place plein de choses, le statut du fermage, le statut de l'agricultrice, on s'est battu, on va dire, et on va faire pareil, on va se battre. C'est pas normal hein, qu'on n'arrive pas. Donc ça a démarré comme ça. Et aujourd'hui, je ne suis plus tout seul. Gisèle vous a parlé. Bernard, arboriculteur du Tarn, est avec nous, cancer de la prostate. Philippe, riverain, dont son linge était orange quand l'autre à côté y traitait. Donc sa femme est touchée maintenant par Parkinson. Donc cette réalité-là, on la vit tous les jours. Donc avec moi, là, derrière moi, il y a 140 personnes qui sont déjà reconnues en mode professionnel. Il y a 60 dossiers qu'on est en train de monter. Il y a Michel Dunil, paysan bio, qu'on est allé voir vendredi, à deux, là, voilà, parce qu'on a besoin de se parler, on a besoin de se dire. Et un agriculteur par rapport à un autre agriculteur, voilà la communication aussi, comment elle passe. Les victimes qui parlent, voilà comment la communication, elle passe aussi. Donc, c'est poignant à chaque fois. Ça nous remet dans le bain à chaque fois, mais c'est tellement beau de voir dans les yeux qu'ils s'éclairent. Il s'éclaire. Ça lui donne une possibilité d'avancer. Donc, c'est tous ces gens-là qui sont les riverains. Chez nous, dans le bassin que tu connais, Michael, il y a deux riverains, des gens charmants, des copains, des amis. Bon, elle est touchée par un myélome, la maladie des agriculteurs. Ils étaient là, ils ont acheté la ferme autour, ils ont acheté leur maison. C'était que des champs avec les vaches autour. Donc, elle a développé un myélome parce que tout ça, ça a été le maraîchage industriel. Ce maraîchage industriel, 14 exploitations sont en train de polluer la nappe de 18 000 personnes. C'est plus possible. Quand on a rencontré l'ARS, ils nous ont dit « Oh là là, attention, si on disait tout, on fermerait tous les captages. » Donc c'est dramatique. À Sainte-Pazanne, ils ont mis un nez, Air Pays de Loire, à l'intérieur même, en plein dans le bourg. On retrouve du lindane, interdit depuis 25 ans, du prosulfocarbe, qui a volé, parce que ça aussi, les agriculteurs avec les bus anti-dérive, et puis bon, ils ne peuvent pas me coincer hein, quand ils racontent quelque chose. Donc, ça s'en va. Ça fait des kilomètres. Les molécules d'aujourd'hui sont des molécules très, très volatiles. On nous l'a parlé avec les coformulants. Le but, c'est d'enrober complètement la plante. Donc, voilà le témoignage qu'on pourrait emporter. Alors, est-ce que c'est une conclusion ? Oui. Oui. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, vous nous avez donné du baume au cœur. J'ai entendu des choses anxieuses, mais j'ai entendu des tellement belles choses que j'avais entendues dans mes 25 ans, quand on pensait que la solidarité, le faire ensemble pouvait faire quelque chose. Donc, merci pour ça, merci vraiment pour ça. Et juste une image pour terminer. On était dans un groupe d'agriculteurs, toute herbe, et puis plantation à agroforesterie, plantation des haies. Et un jour, le défunt Charb est venu nous voir. Il est resté 1 heure avec nous. Il écoutait ce qu'on disait et ainsi de suite. Il a fait un superbe dessin. Et mes petits-enfants m'ont souvent interrogé dessus et ça a été l'occasion de parler beaucoup. On voit un gars, un agriculteur, avec son gros tracteur, le visage fermé. Pas heureux là, hein, le visage fermé, agressif même. Et les buses, alors le bus anti-dérive, peut-être, c'était pas dessiné à l'époque. Il est là, il dit « Je veux que mon hectare ressemble à un hectare ». Et à côté,
juste plus loin, il y avait un gars avec sa prairie, il y avait ses vaches au loin, les haies, il était là et il a dit « Je veux que la vie ressemble à une vie ». Donc, gardons cette image-là et merci à vous et ensemble, on va y aller. On sait fort bien qu'il y aura des écueils, mais je sens que la pente, elle est là. Et on y va. Alors, autant on peut tuer le feu avec de l'eau, autant l'eau qui monte, on ne peut pas l'arrêter. Alors, allons-y, allons-y. Que dire de plus ? J'envisageais une conclusion, mais je me dis la conclusion est déjà faite doublement par vous deux, avec des témoignages extrêmement poignants de la vraie vie, puisque c'est du vécu. Et puis la conclusion précédente aussi, tous les représentantes et représentants des mutuelles qui étaient là, avec un discours engagé. Martin me disait, il faut que ce soit un temps fort. Pour moi, c'est une journée historique. Je pense qu'il va en découler des choses importantes. Martin me disait, il va y avoir Bruxelles. Je me dis, il faut que je regarde mon agenda. Aujourd'hui, je me suis dit, Bruxelles, il faut que j'y aille moi aussi. Tellement parce que, alors, je ne sais pas si nos amis belges sont toujours là, en fait, ils étaient présents, et aussi pour parler de la Belgique, de leur pays, qui est un pays européen voisin, mais aussi de la déclinaison possible sur l'ensemble des pays de l'Union européenne. Moi, je crois beaucoup à la mobilisation. Il se trouve que depuis que je ne suis plus sénateur, d'abord je réfléchis comment faire les choses, et souvent je vais au contact des jeunes, collégiens, lycéens, étudiants. Je me rends compte à quel point ils sont en recherche de sens, et à quel point ils sont en recherche d'espoir en l'avenir. Et sans se rendre compte, parce que qu'est-ce qu'on leur donne comme projet d'avenir ? C'est du vide. Notre rôle à nous, les uns et les autres, les unes et les autres, c'est véritablement leur montrer qu'on y croit, qu'il y a des pistes pour s'en sortir, parce qu'on n'a pas le droit de se dire que c'est foutu avec fatalisme. Au contraire, on est mal barré, mais avec les jeunes, on a le plus grandiose des projets de l'histoire. Il s'agit de sauver l'histoire, il s'agit de sauver la vie. Et que le mouvement mutualiste se mobilise de cette manière. Moi, je découvre, je connais par ma mutuelle, mais je découvre tout le mouvement que vous représentez. Je trouve que c'est extraordinaire. Et le fait que vous montiez au créneau, et que vous soyez motivés pour bouger et faire bouger, c'est extrêmement encourageant. Je voudrais vous dire aussi, ici, c'est le Palais du Luxembourg, le Sénat, un des deux lieux où se fabrique la loi. C'était important que les choses se passent ici, grâce à Daniel Salmon, mon collègue sénateur d'Ille-et-Vilaine, écolo, parce que personne n'est parfait. Et puis sa collaboratrice Fanny Dupéret, qui était ma collaboratrice et qui est une travailleuse de l'ombre, mais qui fait un travail extraordinaire. Je voudrais aussi saluer la présence des ONG. J'ai vu que Génération Future était là, et il y en a d'autres. Il y a besoin justement de fédérer tout ce monde. Et puis, les membres de la communauté scientifique, INRAE, INSERM, c'est drôlement important qu'ils soient associés, parce qu'on ne vienne pas nous dire après, non mais attendez, écoutez la parole des scientifiques. Et nous, on peut leur répondre, des scientifiques, il y en a d'autres, et ceux-là qui ne sont pas intéressés directement par le business. Enfin voilà, alors, soyons optimiste, mais d'un optimisme combatif.